Le coup est venu juste après le coucher du soleil, assez sec pour percer le bourdonnement de mon appartement. Quand j'ai ouvert la porte, je me suis figée. Ma mère, partie sans un mot quand j'avais 9 ans, était là, souriante, comme si rien ne s'était passé. À côté d'elle, affalé, mon demi-frère, Caleb, les pouces collés à son téléphone, ses baskets déjà posées sur mon paillasson. J'ai entendu dire que tu gagnes bien ta vie, dit-elle en balayant l'appartement du regard. La famille aide la famille. Caleb ricana. 60 000 pour les frais de scolarité, 3 000 par mois. Tu peux gérer, non? Je sentais mon cœur battre dans mes oreilles. Je n'ai pas protesté. Je savais que ce n'était pas une visite. C'était une razzia. J'ai grandi dans une petite ville près de Limoges, où les hivers semblaient interminables et où l'odeur de friture s'accrochait chaque soir aux vêtements de mon père. Mon père, David Fortier, tenait un petit bistrot en bord de rue principale. 3 banquettes rouges, une enseigne néon vacillante et une cafetière qui tournait sans relâche. Rien de chic, mais ça nous faisait vivre. Quand maman est partie, le bistrot est devenu notre bouée de sauvetage. J'avais 9 ans. Pas d'avertissement, pas d'adieu, juste le claquement d'une portière et sa valise qui descendait les marches. Papa m'a dit plus tard qu'elle avait rencontré un autre homme. Un qui lui promettait une vie meilleure. Pendant des années, j'ai passé mes nuits à me demander si meilleur voulait dire sans moi. Papa a essayé d'être 2 parents à la fois, mais il était déjà au bout du rouleau. Tous les matins à 5 heures, il ouvrait le bistrot et allumait la plaque. Quand je rentrais de l'école, il sentait le bacon et le café noir, les doigts entaillés par la trancheuse. Pourtant, même épuisé, il s'asseyait face à moi à notre vieille table bancale et me demandait. Alors, le club de maths? Parfois, il s'endormait en parlant, et moi je souriais, chuchotant. C'était bien, papa. L'argent manquait toujours. Les lumières vacillaient quand le chauffage se lançait, et certaines semaines, le frigo contenait à peine du lait et un fond de confiture. À 12 ans, j'ai commencé à faire du babysitting. À 14, je remplissais les rayons d'une supérette. À 15, je nettoyais des maisons. Chaque euro allait dans le loyer, les courses ou l'essence du vieux pick-up rouillé de papa. Il me grondait. Ce n'est pas à toi de penser aux factures, Julie. Mais je haussais les épaules. S'inquiéter, c'était ma façon d'aider. L'école est devenue ma bouffée d'air. Les chiffres avaient un sens, eux. J'ai rejoint le club de maths, participé à des concours, donné des cours après les cours. Quand les profs parlaient de l'université, j'écoutais comme si c'était un monde secret que je pouvais peut-être atteindre. À 17 ans, j'ai décroché une bourse complète en analyse de données dans une fac publique. Le soir où la lettre d'acceptation est arrivée, papa a pleuré, appuyé sur le comptoir du bistrot, s'essuyant les yeux avec un torchon. « Tu t'en sors, dit-il, la voix tremblante. Tu vas faire quelque chose de plus grand que tout ça. » La fac était difficile, mais c'était à moi. La bourse couvrait les frais, mais pas la nourriture, ni le loyer, ni les livres. Je travaillais le matin comme serveuse, l'après-midi dans un cabinet juridique, et le soir je nettoyais des bureaux. Mes journées étaient un enchaînement de bus, de nouilles instantanées et de cours. Je rentrais exténuée, les mains sentant le désinfectant, mais j'étais libre. Je bâtissais ma vie à ma façon. Diplôme en main, j'ai eu une offre d'emploi et cette flamme tranquille au fond de moi. J'ai déménagé à Lyon pour un poste d'analyste de données dans une boîte tech en pleine croissance. Mon premier salaire m'a semblé irréel, plus que ce que papa gagnait en un mois. Je lui ai envoyé 500 € tout de suite, puis plus quand je pouvais. Il détestait ça. Tu l'as gagné pour toi, me disait-il. Mais je voulais qu'il puisse souffler. Juste un peu. Les années ont passé. Les promotions aussi. J'ai acheté un appartement moderne en centre-ville, grande baie vitrée, vue sur les lumières de la ville dont je rêvais autrefois. Mes collègues sont devenus une seconde famille, déjeuner avec Nina de la compta, bénévolat le week-end avec Clara, pause café avec Rémi, le voisin qui avait toujours de mugs. Mais certains soirs, j'ouvrais un tiroir rempli de cartes d'anniversaire de maman. Toutes identiques. Bon anniversaire. J'espère que tu vas bien. Aucune tendresse. Juste la preuve qu'elle existait toujours, quelque part, dans une vie sans moi. Je restais là, à fixer ces cartes, à me demander pourquoi je n'avais pas suffi pour qu'elle reste. Alors, quand elle a soudainement réapparu ce soir d'automne, souriante comme si de rien n'était, j'ai eu l'impression que le sol s'effondrait sous mes pieds. J'avais tout construit seule, ma carrière, ma paix, mon sens. Et maintenant, les fantômes de mon passé avaient retrouvé mon adresse. Le lendemain, je n'ai presque pas dormi. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais le sourire de maman et le rictus de Caleb, fondus dans la lumière de mon entrée. Une part de moi voulait croire qu'elle venait pour s'excuser, pour combler les 23 années de silence.
Mais ces mots, la famille aide la famille, résonnaient comme une provocation, pas une demande. Au matin, elle avait envoyé un SMS. Déjeuner? C'est moi qui invite. On a tant à rattraper. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce qu'il s'éteigne. La curiosité a pris le dessus. Peut-être que j'avais besoin de l'entendre, juste une fois, pour fermer le livre comme il faut. On s'est vu dans un café bondé près de mon bureau. L'odeur du café flottait dans l'air. Le brouhaha montait et redescendait comme un bruit de fond. Je les ai repérés tout de suite, maman, dans un chemisier fleuri trop neuf pour quelqu'un censé vivre avec peu. Caleb, affalé à côté, ses écouteurs vissés aux oreilles, défilant sur son téléphone. Elle s'est levée quand je suis arrivée. Julie, ma chérie, tu es magnifique. Son étreinte était raide, parfumée, étrangère. Je me suis assise en face d'elle, évitant le regard de Caleb. Maman a commencé par des banalités, les embouteillages, mes cheveux. Puis, d'un soupir bien rodé, elle a changé de ton. Tu sais, ton père a rendu tout contact impossible. Ces mots glissèrent comme bien répétés. Il m'a complètement fermée hors de sa vie après le divorce. Je clignai des yeux, sentant la chaleur me monter dans la poitrine. C'est faux, dis-je doucement. Il te suppliait d'appeler. J'étais là. Elle eut l'air blessée, puis haussa les épaules. J'ai fait ce que j'ai pu. Moi aussi je galérais, Julie. La vie n'a pas été tendre. Caleb leva enfin les yeux. On a galéré, ouais, dit-il, la voix teintée d'un sarcasme déguisé. Les chambres d'étudiants, les voitures pourries, c'est pas le rêve. Il lâcha un rire comme si tout ça n'était qu'une blague. Maman lui tapota le bras, puis se tourna vers moi. Les frais d'études de Caleb, c'est 60 000. On a juste besoin d'un petit coup de pouce. Peut-être 3 000 par mois, le temps qu'il se stabilise. Je posai ma tasse de café lentement. 3 000 par mois. Elle souriait, les yeux brillants, comme si elle me demandait de lui prêter du sucre, pas une petite fortune. Tu t'en sors si bien, ma chérie. Tu gagnes plus que ce qu'il te faut. L'air devint soudain plus mince. Comment tu sais ce que je gagne? Elle hésita une demi-seconde, puis retrouva contenance, agitant vaguement la main. Les gens parlent. D'anciens amis, tu sais. Je la fixai, réalisant qu'elle n'avait pas juste entendu des choses. La voix de mon père résonna en moi. Garde tes comptes pour toi, ma perle. Certains ne voient que ce qu'ils peuvent prendre. Caleb se pencha en avant, les coudes sur la table. On dirait qu'on est des étrangers pour toi, dit-il avec un sourire en coin. T'es de la famille. C'est normal de vouloir aider. J'eus du mal à avaler. Oui, je suis de la famille. Mais ça ne fait pas de moi une banque. Le sourire de maman vacilla. Pas besoin d'être aussi froide, Julie. On est venu te voir pas par intérêt, mais parce qu'on a confiance en toi. Voilà. La manipulation déguisée en tendresse. Je l'avais déjà vue, dans les yeux des clients qui essayaient de faire culpabiliser papa pour un repas gratuit. Je poussai lentement ma chaise. Je vais y réfléchir. Caleb leva les yeux au ciel. Ouais, bien sûr. La voix de maman se durcit, presque comme un reproche. N'oublie pas qui t'a élevé. Ça m'a fait plus mal que je voulais l'admettre. Je pris mon sac, le cœur battant. C'est papa qui m'a élevé. Et je sortis avant que ma voix ne cède. Dehors, le soleil du sud de la France m'éblouit. Je restai là, sur le trottoir, tremblante, comprenant que ce déjeuner n'avait jamais été une tentative de réconciliation. C'était du repérage. Et au fond de moi, je savais qu'ils reviendraient. 2 nuits plus tard, ils sont revenus. Sans appel, sans prévenir. Un autre coup sec contre ma porte. J'ai hésité avant d'ouvrir, priant que ce soit une livraison. Non. Maman se tenait là, un sourire aussi mince qu'une feuille de papier. Caleb, derrière elle, un gobelet à la main comme s'il était chez lui. On était dans le quartier, dit-elle, entrant avant que je puisse réagir. L'odeur de son parfum envahit l'appartement, artificielle, intrusive. Caleb s'affala sur mon canapé, basket sur le tapis, les yeux sur son téléphone. Bel appart, marmonna-t-il. Il manquerait juste une télé plus grande. Je pris une inspiration serrée. Pourquoi vous êtes là? Maman balaya la pièce du regard, s'attardant sur mes diplômes encadrés et la vue sur la ville. Je voulais juste qu'on parle encore un peu. Je n'aime pas la tension entre nous. Alors arrête de demander de l'argent. Son sourire se crispa. Julie, s'il te plaît. Tu as tellement, et Caleb essaie juste de construire son avenir. Tu ne peux pas comprendre ce que c'est que de vivre avec rien. Je croisai les bras. Je comprends très bien. Je l'ai vécu. Caleb éclata de rire. Ouais, mais maintenant t'as tout. Donc c'est quoi le problème? Maman lui lança un regard, puis revint à moi.
Juste un petit coup de pouce. 3000 par mois pour toi, c'est rien. Quelque chose en moi a cédé. Et toi, comment tu sais ce qui est rien pour moi? Ses yeux glissèrent sur le côté. J'ai entendu des choses. Je connais ton salaire. Je sais que tu peux te le permettre. Un frisson glacé me traversa. Comment tu sais ça? Pas de réponse. Juste un regard vers mon bureau. Caleb suivit son regard. Arrête, dis-je. Trop tard. Il était déjà là, les doigts sur le pavé tactile de mon ordi portable. Mon tableau financier brillait à l'écran. Ouvert. Mon cœur battait comme un tambour. Qu'est-ce que tu fais? Caleb ne broncha pas. Je vérifie juste à quel point t'es riche, dit-il avec un rictus. La voix de maman coupa, douce mais tranchante. On est une famille, Julie. Pourquoi cacher tout ça? Je claquai violemment le capot de l'ordinateur. Le bruit résonna dans toute la pièce. Vous avez fouillé dans mes affaires. Elle croisa les bras, le ton sec. Ne sois pas théâtrale. On voulait juste voir comment tu allais. Comment je vais? Ma voix trembla. Tu as piraté la boîte mail de papa pour savoir où je travaille. T'as encore envahi ma vie. Son visage blêmit. Ne me rends pas responsable des échecs de ton père. Je voulais juste m'assurer que tu ne gâchais pas ton potentiel. Caleb ricana. De toute façon, c'est un raté. T'es mieux sans lui. C'en était trop. Tout devint flou. J'entendais mon propre cœur cogner comme un orage. Dehors, dis-je. Maman cligna des yeux. Pardon? Partez, ou j'appelle la police. Caleb se leva en marmonnant. T'es taré. Le visage de maman se déforma, la colère brisant son masque. Tu vas le regretter, Julie. Un jour, t'auras besoin de nous. J'ouvris la porte, la voix calme. J'ai eu besoin de vous pendant 20 ans. Vous n'étiez pas là. Ils hésitèrent, puis sortirent. Le clic de la porte derrière eux laissa place à un silence dense, électrique. Mais pour la première fois, ce silence ne ressemblait pas à de la solitude. C'était de la liberté. Taillée dans la résolution. Je n'ai pas pleuré ce soir-là. Je me suis juste assise au bord de mon lit, fixant l'ordinateur qu'ils avaient touché. La colère n'était plus bruyante. Elle était froide. Tranchante. Pendant des années, j'avais cru que le silence signifiait la paix. Mais maintenant je comprenais, le silence peut aussi être une arme. J'ai ouvert mon ordinateur et commencé à remonter leurs traces. Mon travail d'analyste de données m'avait appris à repérer les anomalies, connexions suspectes, horaires étranges, empreintes numériques que certains croient effacées. En quelques minutes, je l'ai trouvé. Un mail transféré depuis le compte de papa vers celui de maman. Objet, mon prénom, mon nom complet. Pièce jointe, un résumé de paie que j'avais envoyé à papa il y a des mois pour l'aider à faire sa déclaration d'impôt. Le transfert avait eu lieu 2 semaines plus tôt, depuis une adresse IP inconnue. Mes mains tremblaient, mais ma tête était claire. J'ai tout imprimé, rangé dans un dossier, étiqueté « Preuve ». Puis j'ai appelé papa. Il a décroché à la 2e sonnerie, la voix râpeuse par des années de café et de nuit blanche. « Salut ma grande. Tout va bien? Papa, tu as envoyé à maman mes infos de salaire? Demandai-je doucement. Il se tut. Non, jamais. Puis, la réalisation. Elle s'est connectée à ma boîte mail, c'est ça? Je l'ai entendu soupirer. Fatigué. Triste. Cette femme n'a jamais supposé de limite. La pression dans ma poitrine s'est relâchée un peu. Je gère, papa. Je voulais juste que tu saches. Le lendemain matin, j'ai appelé Marc Sorel, un avocat recommandé par une collègue. Sa voix était posée, efficace. Je lui ai raconté tout, l'email piraté, leur venue chez moi. Il n'a pas bronché. Vous avez des preuves? Oui, dis-je en glissant le dossier sur son bureau, quelques heures plus tard. Il a feuilleté les pages en hochant la tête. Alors on va déposer une demande d'ordonnance d'éloignement. Et informer votre banque pour une alerte fraude. Entendre ces mots, c'était comme respirer de l'air pur après des années de brouillard. Enfin, quelqu'un comprenait que ce n'était pas un drame familial. C'était une violation. Dès l'après-midi, j'avais changé tous mes mots de passe. Activé la double authentification partout. Commandé une nouvelle serrure renforcée. Le matin suivant, je suis allé au tribunal. Je me souviens de l'odeur stérile des couloirs, du murmure des autres affaires, du bruit du tampon sur les papiers. Tampon. Ce son-là semblait définitif. Pour la première fois, je n'étais plus l'enfant effrayé qui regardait sa mère s'éloigner. J'étais l'adulte qui traçait une ligne. Une ligne qu'elle ne franchirait plus. Quelques jours plus tard, mon téléphone a vibré. Alerte de la banque.
Tentative de virement suspecte, 10 000 € depuis mon compte épargne. Refusé. Je suis resté figé un instant. Puis j'ai souri, doucement. Elle avait essayé. Encore. Et échoué. J'ai transféré l'alerte à Marc. Sa réponse est arrivée en minutes. Couvert par l'ordonnance. Toute nouvelle tentative aura des conséquences. Ce n'était pas une vengeance. C'était une paix mesurée, comme refermer un livre resté trop longtemps ouvert. Une semaine plus tard, je suis allé dîner chez papa. Le bistrot avait été rénové, propre et lumineux. J'avais aidé à rembourser les dettes. L'odeur d'oignons grillés et de café frais m'a frappé dès l'entrée. Papa leva les yeux du comptoir, souriant. « Tu as l'air plus légère. »« Je le suis, répondis-je. Et je le pensais vraiment. Ce soir-là, de retour à Lyon, j'ai regardé les lumières de la ville pulser derrière mes fenêtres. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie vraiment en sécurité. Ma mère m'avait déjà pris assez, mon enfance, ma confiance, ma paix. Mais elle ne prendrait pas mon avenir. Alors, j'ai versé un verre d'eau, rouvert mon ordinateur et commencé à bâtir quelque chose de nouveau. Un projet que j'avais en tête depuis des années, un fonds de soutien pour les enfants élevés par un seul parent, qui, comme moi, s'était battu pour avancer. Je l'ai appelé le fonds Fortier. Pas par vengeance. Par réappropriation. Ma façon silencieuse de dire, tu ne peux plus rien me prendre. Une année entière est passée avant que j'entende à nouveau son nom. L'ordonnance avait été validée depuis longtemps. Ma vie, réorganisée autour de la paix. Les matins étaient calmes. Le café infusait. Les mets m'attendaient. Le soleil glissait sur le sol de mon appartement. Il n'y avait plus d'angoisse. Un soir, papa m'a appelé pendant que je conduisais. « Tu ne devineras jamais qui m'a contacté, dit-il, prudent. Ta sœur Ruth, souriais-je. Je ne l'avais pas entendue depuis des années. Elle voulait parler de ta mère, ajouta-t-il. J'ai parlé avec tante Ruth le lendemain. Sa voix était basse, usée par les regrets. Marie a brûlé tous ses ponts. Elle a emprunté à des amis, menti. Tu avais raison de refuser de l'aider. Les gens ont fini par comprendre. Elle et son fils sont partis. Personne ne sait où. Je n'ai pas ressenti de triomphe. Juste un calme étrange. J'espère qu'elle trouvera ce qu'elle cherche, murmurai-je. Ruth soupira. Tu parles comme ton père. Après ça, j'ai laissé le silence s'installer. Je n'avais pas besoin de nouvelles ni d'excuses. Ce qui comptait, c'était que son chaos ne pouvait plus m'atteindre. La thérapie m'a appris quelque chose que je n'avais jamais su nommer. Que ma culpabilité d'avoir survécu pesait plus lourd que sa trahison. Le docteur Brousseau m'avait dit un jour. On ne guérit pas dans l'histoire qui nous a brisés. Je me suis accrochée à cette phrase comme à un mantra. Alors j'ai écrit une nouvelle histoire. Le fonds Fortier est devenu officiel en quelques mois. Petite bourse pour les enfants issus de foyers monoparentaux, mentorat, soirée de tutorat. Clara, mon amie du travail, a conçu le programme de sensibilisation. Rémi a organisé les sponsors locaux. La première fois que j'ai signé un chèque de bourse, j'ai pensé au néon vacillant du bistrot, à Limoges, et à papa retournant des crêpes pour que l'électricité reste allumée. Le cycle s'arrêtait là. Parfois, je me surprends encore à attendre qu'on frappe à la porte. Mais ce coup ne vient plus. Le silence, maintenant, c'est la sécurité. Pas une menace. L'année dernière, pour la fête des récoltes, papa est venu à Lyon dîner chez moi. On a cuisiné ensemble, dinde, purée maison. Les rires résonnaient dans l'appartement. Il a levé son verre, doucement. Tu as bien fait, ma grande. J'ai regardé autour de la table. Des amis. De la chaleur. La paix. Et j'ai compris qu'il avait raison. Je ne m'étais pas juste sortie de cette histoire. J'avais reconstruit quelque chose de plus beau. Le soir du premier anniversaire du fonds Fortier, je me tenais sur la terrasse d'un toit, face aux lumières de la ville. Lyon bourdonnait en bas, un murmure de vie et de seconde chance. Papa était là, sourire aux lèvres dans sa vieille veste. Il discutait avec Clara et Rémi. Les rires flottaient dans l'air tiède. Des rires que, jadis, je croyais réservés aux autres. J'ai levé les yeux vers l'enseigne illuminée. Le fonds Fortier pour les enfants qui se battent seuls. Elle brillait comme une cicatrice enfin refermée. À cet instant, j'ai pensé à la petite fille que j'étais. Celle qui, assise près de la vitre du bistrot, espérait encore voir la voiture de sa mère revenir un jour au bout de la rue. Elle n'est jamais revenue. Mais peut-être que c'était ça, le vrai point de départ. Parce que la perdre m'a obligée à me trouver. J'ai levé mon verre et j'ai murmuré. Ça, c'est une famille. Puis je me suis tournée vers la caméra. Vers vous.
Si un jour, vous avez dû tracer une ligne pour protéger votre paix, sachez que vous n'êtes pas seul. La famille, ce n'est pas le sang. C'est ceux qui restent quand tout s'écroule.